Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparentés. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame la Présidente de la Commission des lois, rapporteur du texte, Monsieur le rapporteur Raphaël Gauvain, mes chers et chers collègues, ce texte sort renforcé dans son équilibre par le travail de nos deux chambres et de la CMP, cela a été dit. Ce texte, à notre sens, signe un double constat. Le premier, c'est que le temps de l'incarcération ne permet pas assez de lutter contre la récidive ou la réitération. Et le deuxième constat, c'est que les multiples dispositifs législatifs que nous cessons de voter ne permettent pas non plus de répondre à cette préoccupation qui est la nôtre, que de s'assurer que le condamné en sortie de prison est en capacité de se réinsérer dans la société. Alors sur le premier point, et la lutte contre la récidive, c'est l'orientation prioritaire qui doit être donnée à la peine, et ce texte qui donne des armes à son issue ne doit pas signifier l'abandon de cette ambition. La mesure de sûreté ne doit intervenir que dans la suite d'un cheminement long et puissant de réinsertion qui a échoué. Mais encore faut-il, pour cela, avoir les moyens humains et budgétaires et une régulation carcérale, mais vous y travaillez, Monsieur le ministre. Sur le deuxième point est le vide juridique que justifierait ce texte. La loi de 2016 contre le terrorisme a prévu le suivi socio-judiciaire lors de la condamnation. C'est la voie qu'il faut privilégier. Elle est prononcée au moment des faits, à raison des faits, et elle conclut à la nécessité de parfaire la peine par un suivi socio-judiciaire. Elle répond à cette préoccupation d'un nécessaire accompagnement pouvant aller à une restriction de liberté en sortie de prison. Mais elle ne peut s'appliquer aux quelques 150 détenus dont nous avons parlé, parce qu'elle ne peut évidemment s'appliquer avant la promulgation de cette loi. L'article 2 du présent texte correspond à l'amendement que nous avions déposé en première lecture en séance publique et qui renforce cette orientation vers le suivi socio-judiciaire. Avec cet article, le juge aura obligation de motiver son refus de prononcer le complément de peine d'un suivi socio-judiciaire. Désormais, les auteurs de délits et de crimes terroristes dont la gravité est avérée feront donc l'objet de mesures de suivi socio-judiciaire dont le contenu pourra être adapté en fin de peine. Depuis 2016, cela a été dit, les personnes condamnées pour actes de terrorisme, autres que les délits en lien avec la provocation au terrorisme ou son apologie, ne bénéficient d'aucun crédit de réduction de peine. Il s'agit là d'une erreur que nous avons commise, sous la pression, mais nous l'avons commise. Exclure la réduction de peine aux personnes condamnées pour actes de terrorisme ne permet pas, à mon sens, d'organiser au mieux la fin de peine et éviter la sortie sèche. Nous devons revenir sur ce point et ainsi parfaire l'équilibre de ces dispositifs au regard des exigences constitutionnelles que nous interrogeons. Toujours sur les dispositifs dont nous disposons, la loi SILT de 2017, dont nous avons parlé, comporte évidemment ces fameuses mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont le caractère provisoire avait été acté dans la loi à raison précisément de leur caractère possiblement attentatoire aux libertés individuelles. Cela a été dit, il s'agit de mesures administratives sans aide à la réinsertion et interrogées par nous tous parce qu'elles ne sont pas prononcées par le juge judiciaire. Ce texte tente donc de répondre à la situation anxiogène de la remise en liberté d'un individu, lequel, en fin de peine, présenterait un comportement inquiétant, laissant penser à un risque sérieux de récidive de commission d'actes de terrorisme. Peuvent ainsi être décidées des mesures de surveillance fortement restrictives de liberté, mais cette fois prononcées, cela a été dit et redit, par un juge après débat contradictoire et présence de l'avocat. Je ferai en conclusion 3 observations. La première, une particulière dangerosité peut justifier une surveillance. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre. C'est d'ailleurs le cas dans notre droit. Ici, il s'agit d'une surveillance finalement transparente, décidée en présence de l'avocat, avec un appel possible,
Elle ne peut donc être assimilée à une mesure de rétention de sûreté qui remplace, comme le disait si bien Badinter et comme cela a été cité par mon collègue Peu, l'homme coupable par l'homme dangereux devant notre justice. Sans dogmatisme, au regard du travail que nous avions mené à ce sujet dans le cadre de la loi de 2016, ces mesures de sûreté apparaissent pour nous comme des alternatives que contraint la temporalité de la loi au suivi socio-judiciaire. Ce texte est aussi un aveu de faiblesse de notre travail législatif, de son imprévoyance et de notre penchant, hélas, à répondre dans l'urgence à une situation donnée, pour le coup prévisible, et qui aurait pu être discutée, disons-le, dans la loi sur la justice de 2019. Au surplus, sans démagogie, disons clairement qu'aucun texte ne pourra nous prémunir totalement du risque que tente de limiter cette proposition de loi, mais nous devons évidemment travailler sur des textes qui peuvent en limiter le risque. Je vous remercie. Je vous remercie.